On devient ce que l'on croit. C'est quand même une phrase incroyable, hein? Oprah Winfrey a vraiment mis dans le mille avec cette citation. Ça accroche tout de suite parce que ça nous rappelle que notre volonté et nos convictions les plus profondes, eh bien, elles ont un impact absolument massif sur la trajectoire de notre vie. Ça pose d'emblée l'ambiance, une ambiance super inspirante pour notre décryptage d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous dans cette analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un ouvrage qui est un véritable plan d'action. Lettre à la jeunesse africaine d'Ibrahima Théolam. Et pour être clair, on n'est pas du tout dans de la grande théorie abstraite. Pas du tout. C'est un guide stratégique écrit par quelqu'un qui connaît le terrain pour nous aider à prendre notre potentiel brut et concrètement en faire un vrai succès professionnel. Bon, au programme aujourd'hui, une feuille de route en 5 étapes. 1. Le potentiel africain. 2. L'évaluation de soi. 3. Du potentiel aux compétences. 4. L'orientation et l'entourage. Et enfin, 5. Transformer les limites. C'est un parcours hyper logique qui part vraiment de l'introspection pour aller ensuite affronter les barrières extérieures. Allez, on attaque avec la première partie, le potentiel africain, un continent plein de promesses. L'idée, c'est de poser le décor macroéconomique avant de parler des individus. Et le décor, c'est une Afrique qui vit un boom démographique historique de sa jeunesse. C'est littéralement un océan d'opportunités, mais ça vient aussi avec une responsabilité énorme. L'avenir appartient clairement à cette génération. Et ça, c'est un point magnifiquement souligné par l'experte internationale et ancienne ministre, Rekia Madougou, qui signe la préface. Son message est super clair. La jeunesse doit impérativement prendre le volant de son propre destin. Personne d'autre ne viendra faire le travail à sa place. En fait, le succès ne va pas juste tomber du ciel par miracle. C'est le fruit d'un travail acharné sur soi-même pour transformer ses envies en de vraies conquêtes. Ce qui nous fait une transition parfaite vers notre deuxième axe, l'évaluation de soi, l'audit interne. Parce que oui, avant de tracer des plans sur la comète pour une carrière ambitieuse, il faut absolument faire un point de départ réaliste. Et ça passe par une introspection totalement transparente. La méthode proposée ici est une simplicité redoutable mais tellement efficace. On prend une feuille et on fait 4 colonnes. Ce qui plaît, ce qui déplaît, les qualités et les défauts. C'est littéralement la fondation de toute bonne découverte de soi. Bon, ça peut carrément piquer un peu l'ego de faire cet exercice, c'est sûr, mais c'est indispensable. En posant les choses noir sur blanc, on crée une base en béton armé pour son orientation, sans se sous-estimer, mais sans se voir trop beau non plus. On passe au troisième point, du potentiel aux compétences, ou l'art de forger ses aptitudes. Là, le but du jeu, c'est de prendre ce fameux potentiel brut qu'on vient tout juste d'identifier avec notre audit et d'en faire quelque chose que le marché du travail va vraiment s'arracher. Voici exactement comment ça se passe en pratique, étape par étape. On part du talent brut, une sorte de facilité naturelle. Mais on le sait tous, un talent qui n'est pas travaillé, ça finit par s'éteindre. Il faut donc le transformer par une pratique régulière, une vraie discipline au quotidien. C'est comme ça qu'il devient une compétence transférable. Et boum, c'est à ce moment précis que ça devient un atout professionnel de grande valeur. C'est un peu comme tailler patiemment un diamant brut. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple d'Idriss Anassa, aujourd'hui PDG de Coris Bank. Son histoire est complètement dingue. En 2001, il reprend une boîte financière qui était vraiment au bord du gouffre. Les audits étaient désastreux, ça semblait perdu d'avance. Pendant 2 ans entiers, il se bat. Il restructure, il se prend des porte au nez par des partenaires qui voulaient tout contrôler. Beaucoup auraient jeté l'éponge, mais lui s'est accroché. Et le résultat ? En 2007, il décroche un agrément bancaire et lance Coris Bank, la banque autrement. Comme quoi, la résilience face aux obstacles, c'est vraiment le nerf de la guerre. Allez, 4e défi majeur, l'orientation et l'entourage. Comment naviguer à travers les attentes des autres ? Parce que oui, on touche là à un grand classique. L'énorme fossé qui peut exister entre nos propres ambitions de carrière et ce que notre famille attend de nous. Et on voit très bien ici le contraste fondamental entre le projet personnel et le projet familial. D'un côté, on a le projet personnel, ça bouillonne, c'est guidé par la passion, l'alignement intérieur. Et de l'autre, on a le projet familial qui, lui, est beaucoup plus ancré dans la prudence, la sécurité financière, l'envie de nous protéger en somme. C'est tout à fait naturel comme décalage et il ne faut surtout pas le voir comme une fatalité. Du coup, la vraie astuce, c'est d'être malin et de trouver des stratégies de compromis très pragmatiques. Il ne s'agit pas de se rebeller aveuglément ou d'abandonner ses rêves. Non, il faut y aller avec méthode. Écouter les craintes de ses proches avec un grand respect, faire des recherches poussées, monter un dossier en béton pour prouver la viabilité de son idée. On peut chercher un mentor respecté pour appuyer le projet, ou pourquoi pas, proposer intelligemment de faire un double cursus pour rassurer tout le monde. L'objectif, c'est d'embarquer la famille avec soi sans sacrifier son ambition. L'histoire de Kadidiatou Camara, une jeune Guinéenne de 21 ans, illustre cette intelligence relationnelle à la perfection. Autour d'elle, la pression pour un mariage précoce était très forte, mais son rêve à elle, c'était d'être infirmière. Eh bien, au lieu de partir au clash stérile avec ses parents, elle les a traités comme de vrais partenaires professionnels. Elle a fait ses recherches, visité des hôpitaux, discuté avec des spécialistes de la santé, et elle leur a présenté un dossier implacable sur sa future carrière.
En agissant avec cette maturité, elle a tout simplement remporté leur soutien inconditionnel. C'est génial. On arrive enfin à notre 5e et dernière partie, transformer les limites, le recadrage des contraintes. C'est souvent l'obstacle final et sans doute le plus gros morceau. Comment on fait pour réussir quand on fait face à un manque sévère de ressources dès le départ? Comment réussir sans moyens? C'est la question centrale qui ronge l'esprit de tellement de gens ambitieux. Et c'est là que l'auteur nous propose un changement de perspective absolument radical concernant le manque de ressources. Le concept fort ici, c'est de ne plus voir le manque d'argent comme un mur infranchissable, mais plutôt comme un professeur. Un professeur extrêmement strict, certes, mais un professeur quand même. En fait, ne pas avoir de moyens, ça nous oblige à développer des compétences de vie inestimables qu'on ne peut tout simplement pas acheter. Une patience de fou, une grande humilité et un sens de l'organisation millimétré. Ça forge une résilience indispensable qui garantit que le jour où le succès frappe à la porte, on garde les pieds bien ancrés sur terre. Pour vraiment comprendre la puissance de cet état d'esprit, comparons deux histoires complètement opposées. D'un côté, il y a Alain, 19 ans. Il avait ce super projet de construire un robot. Mais dès les premières moqueries de son entourage, il a laissé la négativité l'envahir. Résultat, un beau projet totalement étouffé dans l'œuf. À l'inverse, on a Hilary, 22 ans. Elle voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, et son propre frère n'y croyait pas du tout. Au lieu de s'effondrer, elle a fait le choix de la positivité absolue. Elle s'est impliquée, elle a pitché son idée avec passion, et son énergie a fini par inverser la tendance dans toute sa maison. Son frère s'est mis à vanter ses mérites, et sa mère l'a même soutenu de façon incroyable en lui offrant 2 terrains. L'état d'esprit a littéralement transformé la donne matérielle. Ce qui nous amène à cette réflexion finale pour clôturer notre analyse, face aux défis inévitables de la vie, fera-t-on partie du problème ou de la solution? C'est une question qui bouscule. Mais ce qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui, c'est qu'il ne tient qu'à nous de nous emparer de ces outils pour transformer notre potentiel en excellence. On peut prendre nos limites les plus dures et en faire nos plus belles opportunités. À nous de jouer.